Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est très spéciale parce que je vais vous présenter aujourd'hui 5 mystères qui font partie des plus mystérieux en France. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira, une sorte d'émission un petit peu que j'aime bien faire de temps en temps. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram pour m'envoyer votre histoire à vous, une histoire d'horreur ou de mystère, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Mais avant qu'on commence, j'aimerais remercier le partenaire de la vidéo. Laissez-moi vous présenter CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers ou contre des sites web malveillants. Et évidemment, à notre époque où tout est connecté, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. J'ai eu l'occasion de m'en servir quand j'étais en expatriation en Pologne et laissez-moi vous dire que ça a été plutôt pratique. CyberGhost VPN sécurise votre navigation. Il crypte également toutes nos données sensibles, donc grâce à lui, en soi, on est protégé en permanence. C'est comme s'il y avait un videur à l'entrée de la boîte qui recalait ceux qui ne sont pas censés rentrer. Et ça, où qu'on soit, pour qu'on puisse naviguer sur internet en toute tranquillité. On peut dormir sur nos deux oreilles parce que CyberGhost VPN ne collecte pas nos données. Donc, s'il ne les collecte pas, il ne peut pas les partager. Outre cet aspect sécurité, CyberGhost VPN propose aussi quelques avantages. Notamment, le déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, que ce soit de vidéos YouTube ou alors même, il permet de débloquer plus de 40 services de streaming. Netflix, Amazon Prime, Hulu et bien d'autres, ce qui permet en soi de bénéficier pleinement de notre abonnement aux plateformes de streaming en ayant accès à du contenu qui n'est pas forcément disponible chez nous. Et pour ce faire, c'est très simple. CyberGhost VPN permet de nous localiser un peu partout dans le monde. C'est un service qui est disponible sur Windows, Linux, Mac, iOS, Android ou d'autres systèmes. Et avec seulement un abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils. Donc on peut le faire partager à sa famille ou à ses amis. Il y a déjà plus de 38 millions de personnes qui font confiance à CyberGhost VPN. Et toutes ces personnes sont d'accord sur le fait que ce service est un service qui est extrêmement simple à utiliser. Les retours sont très positifs et c'est quelque chose qui se remarque car le service CyberGhost VPN a une excellente note sur Trustpilot. Il est d'ailleurs recommandé par les sites spécialisés et on peut dire que c'est l'un des meilleurs VPN du marché. Si après avoir entendu tout cela, vous avez envie de vous laisser tenter, c'est le moment, parce que je peux vous faire profiter de 83% de réduction et de 4 mois gratuits, ce qui est assez intéressant. En gros, le service CyberGhost VPN vous revient à 2,03 € par mois. Je vous mets le lien évidemment dans la description, vous l'aurez aussi en commentaire épinglé, et je vous le dis, vous n'avez absolument aucune raison d'hésiter. Si le service ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous faire rembourser dans un délai de 45 jours. Si vous avez la moindre question, vous avez accès à un support qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc peu importe le moment où vous avez un problème, vous pouvez les contacter. Je vous laisse essayer ce service par vous-même et voir s'il vous convient. Vous pourrez juger vous-même de son efficacité. N'hésitez plus, je le rappelle, le lien est dans la description. Je remercie de nouveau CyberGhost VPN de soutenir mon travail. Et maintenant, si vous êtes prêts, laissez-moi vous raconter les 5 histoires les plus mystérieuses de France. À la fin du 19e siècle, le prêtre Béranger Saunière a découvert, semble-t-il, une incroyable richesse dans son église à Rennes-le-Château. Richesse qui a été utilisée pour financer de nombreuses constructions dans le village. Mais la grande question, c'est d'où vient cette inexplicable fortune? Une société secrète? Un trésor caché? Ou alors, cette richesse a-t-elle même un lien avec le Saint Graal, relique qui était recherchée pendant très longtemps par le roi Arthur. Originaire de l'Aude, le prêtre Béranger Saunière est entré au grand séminaire de Carcassonne en 1874. Là-bas, il a acquis diverses connaissances, notamment en langue, où il a appris le grec, le latin, mais également quelques notions d'hébreu. C'était un homme qui était jugé comme indépendant, homme qui s'est d'ailleurs vu attribuer la cure de Rennes-le-Château, alors qu'il était âgé seulement de 33 ans. Il s'est donc rendu dans ce petit village de 200 habitants, un endroit isolé dans l'Aude, et il a fait un constat en arrivant. L'église Sainte-Marie-Madeleine était complètement délabrée, et le presbytère, lui, était quasiment inhabitable. Donc dans un premier temps, le prêtre rénove ce qui est urgent à rénover, avec ce qui semble d'abord être les dons des paroissiens, puis avec des fonds issus de connaissances extérieures. Rappelez-vous, je vous ai dit que le prêtre était considéré comme quelqu'un d'indépendant, peut-être même un peu trop indépendant. Il n'hésitait pas, par exemple, à donner lors de messe son opinion politique. Il n'était pas rare de l'entendre dire qu'il avait une préférence pour la monarchie plutôt que pour la République. Un avis en somme personnel, mais
il était interdit d'exprimer ce genre d'avis pendant les messes. Donc le prêtre a eu des sanctions qui ne l'ont pas pour autant arrêté. En effet, le prêtre Saunière a engagé une jeune femme, Marie de Narnaud, âgée de 18 ans, pour être sa servante, une femme qui était censée l'assister dans toutes les tâches. Peut-être que pour vous c'est quelque chose qui ne vous choque pas, mais dans le cadre de l'époque, l'église imposait que la servante soit âgée d'au moins 40 ans, chose qui n'était absolument pas le cas pour cette fameuse Marie de Narnaud. Cette jeune femme l'a assistée dans toutes ses activités et aurait apparemment été mise au courant de tous les secrets du prêtre Saunière. On raconte qu'après avoir fini la réparation de la toiture de l'église, le prêtre a décidé de changer de place l'autel qui se trouvait à l'intérieur. Et c'est en effectuant cette manœuvre qu'il aurait découvert quelque chose d'absolument mystérieux. Une dalle, appelée la dalle du chevalier, car elle représentait un homme en armure face contre le sol. Et sous cette dalle semblait se trouver un crâne ayant appartenu à un homme âgé de 50 ans, qui serait décédé entre 1281 et 1396, donc bien avant l'arrivée du prêtre Saunière sur place. Et c'est tout ce qu'on sait officiellement. La suite n'est que rumeur. On pense que le prêtre aurait soit découvert un joli butin, ou alors des parchemins lui indiquant un grand secret, mais lequel, ça, nul ne le sait. Et c'est donc à partir de cette étrange découverte qu'absolument tout a changé. À partir de 1892, l'abbé Saunière se met à réaliser de plus en plus de travaux. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui peut être très coûteux. Surtout que là, ce ne sont plus des travaux de rénovation, ce sont des travaux d'ajout. Le prêtre achète des terrains, il fait construire une serre, une ménagerie, il bâtit des tours, il construit une villa. Et c'est là, en voyant toutes ces constructions, qu'une question se pose. Comment le prêtre peut financer tout cela? Parce que c'est trop coûteux et c'est impossible que les dons des paroissiens permettent de financer toutes ces constructions. On l'accuse donc de détourner l'argent des messes, comme ça il a moins d'argent à reverser à l'église et donc il peut investir plus dans les constructions qu'il souhaite réaliser. Sachant qu'on pense que c'est la raison officielle, là de lourdes sanctions sont prises à l'encontre du prêtre. L'abbé Saunière est démis de ses fonctions, sauf que là quelque chose ne colle pas. C'est que même en fait en détournant les fonds des paroissiens, il était impossible que tout cela permette d'achever toutes les constructions. Donc il y avait forcément d'autres fonds qui venaient d'ailleurs, de l'argent qui vient d'on ne sait où, qui était là. Et donc évidemment, ayant un mystère sur le dos, c'est là que les théories vont commencer à se développer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait toujours pas vraiment d'où viennent toutes ces ressources. Il semblerait que dans le sud de la France, pendant cette fameuse période où le prêtre officier à Rennes-le-Château, il y avait beaucoup de monde qui partageait son opinion politique concernant la monarchie. Et donc, de par ces opinions communes, il est possible que le prêtre ait fait quelques connaissances de personnes aisées qui, eux, ont donné des fonds au prêtre pour lui permettre de faire toutes les constructions. On pense aussi que le prêtre aurait découvert, lorsqu'il a déplacé l'autel de l'église, un trésor. Ce qui alimente un peu cette théorie, c'est que de nombreux habitants de Rennes-le-Château ont dit avoir vu le prêtre et son assistante effectuer des sortes de recherches autour de l'église, ou alors autour du cimetière, ou même autour du village, et tout cela de nuit. Tout de suite, les plus grandes rumeurs se lancent vis-à-vis de tout cela. Aurait-il découvert le fameux trésor des Templiers, celui des Visigoths, ou encore celui de Blanche de Castille? Nul ne sait le dire, mais tout cela ne fait qu'alimenter le mystère de Rennes-le-Château. C'est en fait avec le nouveau propriétaire de la villa que l'abbé Saunière avait construit, la villa Betania, que la légende s'est vraiment répandue. De base, on avait plutôt quelque chose de local, quelque chose qui ne sortait pas de l'Aude. Mais la villa étant devenue un lieu touristique, le nouveau propriétaire a dispersé un peu les théories aux quatre coins de la France, ce qui a attiré les curieux et ce qui n'a fait que développer le fameux mystère de Rennes-le-Château. La légende est devenue un mystère national, dépassant même les frontières de notre pays, inspirant les plus grandes œuvres comme par exemple l'histoire du livre Da Vinci Code. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec tout cela ou pas? Je ne sais pas trop, mais quelque chose qui est assez original vis-à-vis de l'église de Rennes-le-Château. On peut retrouver à l'intérieur un diable et une inscription Terriblis Est, qui veut dire ce lieu est terrible. Est-ce que la résolution de ce mystère passe par quelque chose de mystique? Eh bien, n'ayant aucune réponse pour le moment officielle qui puisse répondre à toutes les questions, hein. La raison officielle est que l'abbé Saunière avait détourné des fonds, mais ça ne colle pas à tout. On n'a pas une explication qui donne du sens à tous les éléments qu'on a devant nous. Donc trésor de secte, trésor depuis longtemps perdu ou revenu personnel, personne n'a su réellement dire encore aujourd'hui d'où venait
la fortune du prêtre Saunière. Et ce mystère demeure encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de France qui fascine les adorateurs de mystère. Je vais vous présenter une des histoires qui me fascine le plus. Au XVIIe siècle, un détenu de l'île de Sainte-Marguerite a causé bon nombre de théories ou de spéculations. La raison, il portait un masque de fer dissimulant son identité. Mais qui était-ce? Un homme comme les autres ou un personnage important, réduit au silence pour des raisons mystérieuses? Un mystère qui a été développé dans des livres, dans des films et qui fait partie d'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Et dans cette partie, je vais vous révéler le grand secret qui se cachait sous le masque de fer. La première fois qu'on a fait mention de ce prisonnier, c'est lorsqu'il est apparu pour la première fois publiquement sur l'île de Sainte-Marguerite, à la date du 30 avril 1787. Un prisonnier transporté par ordre du roi Louis XIV. Personne ne sait qui il est, et interdiction de lui demander son nom. Il y a même un ordre de tuer le prisonnier s'il cherche à communiquer et à divulguer son identité. L'homme était enfermé dans une chaise à porteur avec un masque d'acier sur le visage. On sait que ce prisonnier venait de Pignerol, où il avait déjà été apparemment enfermé depuis de nombreuses années. Jusqu'ici, le secret de l'homme au masque de fer concernait son existence même. Il était difficile de savoir si c'était une simple légende ou s'il était bel et bien réel. Mais c'est quand le 18 septembre 1698, un prisonnier masqué arrive à la Bastille que l'existence de l'homme au masque de fer est bien révélée. À la cour du roi, le sujet était un sujet de conversation important, mais personne n'avait l'air de savoir qui était ce prisonnier si particulier. Un homme dont on prenait le plus grand soin de cacher l'identité. On sait que ce prisonnier masqué est décédé le 19 novembre 1703 pendant sa captivité et il aurait été enterré à la suite de son décès dans le cimetière de l'église de Saint-Paul sous un faux nom et avec de fausses dates. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet. Son histoire a été modifiée, décuplée pour en faire un symbole de l'absolutisme de la monarchie, mettre en avant un trait tyrannique du roi Louis XIV. Mais derrière la brume du mystère, que se cache-t-il? C'est en 2015 qu'on a découvert certaines choses. Parmi les 100 millions de documents au sein du minutier central des notaires, qui sont en fait nos archives nationales, eh bien on a retrouvé parmi ces documents des mentions ici et là du fameux prisonnier. On en trouve par exemple la trace dans un document d'un auteur inconnu appelé « Mémoire secret pour servir l'histoire de Perse ». C'est un document qui, à son titre, ne laisse pas penser qu'on pourrait découvrir quelque chose par rapport à la France, mais en fait, ce document est une satire des intrigues politiques à la cour du roi Louis XIV. Et dans cette histoire, il y a à un moment donné la mention de la visite d'un régent à un prisonnier masqué. C'était un document qu'il fallait décrypter parce que les noms avaient été remplacés. Quand on parlait de la Bastille, on ne disait pas la Bastille, donc il y a eu un décodage qui a été réalisé. Et voilà ce qu'on a pu en tirer. D'après la traduction, on apprend que le prisonnier a été transféré de l'île de Sainte-Marguerite à la Bastille, et selon le même document, ce prisonnier serait ni plus ni moins que le comte de Vermandois, le fils de Louis XIV et de Louise de la Vallière. Louise de la Vallière qui n'était pas la reine. Le fils aurait été incarcéré parce qu'il aurait donné un morceau de nourriture au fils du roi Louis XIV, le fils légitime qu'on appelait le dauphin, et donc on avait fait croire que l'homme au masque de fer était décédé de la peste pour pouvoir l'incarcérer. Ayant quand même un lien avec le roi Louis XIV lui-même, on le traitait avec le plus grand des respects. C'était un commandant qui le servait, qui n'avait jamais vu son visage, et le document raconte qu'un jour le prisonnier avait réussi à graver son nom sur le dos d'une assiette. Un esclave est tombé dessus, et pensant être récompensé, il a rapporté l'assiette au commandant. Mais la seule récompense que l'esclave a eue, c'est la mort. Et l'assiette, elle, fut détruite pour préserver le secret de l'identité du masque de fer. Le commandant a eu une promotion, mais il avait toujours à sa garde le prisonnier. Alors on dit que l'homme au masque de fer n'avait pas ce fameux masque de fer en continu. Généralement c'était plutôt un masque de velours. Imaginez pendant des années avoir un masque de fer sur la peau, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Ça aurait eu des effets plus qu'indésirables sur la peau, vous en conviendrez. Tous ceux qui ont parfois vu le prisonnier ont dit qu'il tutoyait le commandant et que le commandant lui vouait un énorme respect à celui-ci, un respect presque royal. Voltaire lui-même a également alimenté la fameuse légende de l'homme au masque de fer. Effectivement, dans son œuvre Siècle de Louis XIV, il mentionne le prisonnier le plus connu de l'histoire de France. Il dit que tout ce qui a été transmis
aux prisonniers était d'une qualité incroyable, que le linge qu'il avait était d'une finesse extraordinaire. Il relate également la fameuse histoire de l'esclave qui aurait trouvé l'assiette, mais il l'a modifié un petit peu en disant que l'esclave, ne sachant pas lire, a eu la vie épargnée. Selon un autre homme, le père Griffet, dans son traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité dans l'histoire, en 1769, il dit que bon nombre de personnes, des officiers ou des soldats, ont gardé un souvenir de l'homme au masque de fer. Un homme dont on se souvenait parce qu'il avait un traitement très particulier, qui dénotait complètement avec celui qu'on réservait aux autres prisonniers. Et au décès du prisonnier, tout ce qui le concernait a été brûlé. Linge, vêtements, tout ce qui pouvait être brûlé l'a été, et la cellule qui l'occupait a été retournée et nettoyée pour enlever toute trace du passage de l'homme ici, éviter qu'il y ait le moindre symbole, le moindre écrit sur les murs qui pourrait révéler l'identité du masque de fer. Après toute cette introduction, vous vous demandez sûrement, et cet homme, qui il était? On a déjà eu quelques noms qui sont sortis, notamment un fils illégitime du roi, mais est-ce que c'était vraiment le cas? Je vous ai dit que j'allais vous révéler la vérité, et non, ce n'était pas Leonardo DiCaprio. Je parle d'un film qui date un petit peu, mais qui est vraiment bien. Avant de voir la vérité, quelques théories. Et comme chaque mystère, il y en a bon nombre. Une des théories qui fait partie des plus connues voudrait que l'homme au masque de fer soit en réalité un frère du roi. Et pas n'importe quel frère, un frère aîné. Ce qui voudrait dire que Louis XIV n'est pas le roi qui est censé l'être. C'est une théorie qui a été mise en avant par Voltaire. Et ce que cette théorie raconte, c'est que, en fait, la reine, la mère de Louis XIV, aurait eu des jumeaux. L'homme au masque de fer serait l'enfant sorti en premier. Et pour une raison qu'on n'a pas, ce premier enfant aurait été écarté et laissé dans le secret pour éviter qu'il ne convoite le trône d'une quelconque manière. Théorie qui fait fantasmer parce qu'elle met en avant une intrigue au sein même de la cour royale, mais dans les faits, c'est quelque chose qui est peu probable. Effectivement, des spécialistes ont analysé la généalogie des Bourbons, donc la dynastie de Louis XIV, et selon eux, il était peu probable qu'il y ait des jumeaux. Autre chose qui remet fortement en doute la théorie, c'est que les naissances royales étaient publiques. Imaginez un petit peu la reine accouchée devant des centaines de personnes, au moins, donc tout autant de témoins oculaires. Et il est très difficile, je pense, de cacher la naissance de jumeaux dans ce contexte sans intimité. Nouvelle théorie, l'homme au masque de fer serait le duc de Beaufort. Un homme qu'on pense décédé durant le siège de Candie en 1669, mais qui aurait été capturé et livré par les ducs à la demande de Louis XIV. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, il se trouve que cette théorie avance le fait que le père de Louis XIV, Louis XIII, éprouvait énormément de difficultés à avoir un enfant. Le problème ne venait pas de sa femme, il semblait venir de lui. Donc pour pallier ce problème, le duc de Beaufort aurait eu des relations intimes avec Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Et donc, ce même homme serait le vrai père de Louis XIV, ce qui fait de Louis XIV un roi illégitime. Le roi Louis XIV aurait appris cela au décès de sa mère, et il aurait donc fait enfermer son père biologique, le duc de Beaufort, pour éviter qu'un scandale n'explose. Le port du masque de fer était donc nécessaire pour éviter que quelqu'un reconnaisse le duc, une figure connue qui, s'il avait été reconnu, aurait détruit l'histoire de sa mort qui avait été créée par le roi. Troisième théorie, l'homme au masque de fer serait Nicolas Fouquet. Il est celui qui a bâti le château de Vaux-le-Vicomte, un château magnifique où se tenaient d'exquises soirées, peut-être même plus exquises que celles qui se tenaient à la cour du roi. Évidemment, faire concurrence au roi n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, donc Louis XIV aurait eu Nicolas Fouquet dans le viseur. Et c'est de par un lien étroit d'affaires d'empoisonnement du roi que Nicolas Fouquet a été arrêté et emprisonné. Ça, c'est la version courte. Il y a sûrement des personnes plus calées qui raconteront toute l'affaire de l'empoisonnement beaucoup mieux que moi. Notre homme devait sortir de prison en 1680, mais soudainement, on annonce qu'il est décédé. Une mort mystérieuse, avec en plus une absence d'acte de décès, ce qui laisse penser à certaines personnes que notre homme n'est pas mort, mais qu'il a plutôt été la victime d'une autre forme d'emprisonnement. On aurait changé le nom de Fouquet en Eustache d'Angers, nom qui était celui d'un de ses valets, pour le faire passer inaperçu aux yeux du peuple, et également à tous ceux qui occupaient la prison où il était gardé. Nouvelle piste, le général-lieutenant de Bulonde. Celle-là, elle est très peu probable, parce qu'en fait, cet homme était un militaire qui aurait été arrêté pour désobéissance. Et ça ne colle pas dans le cadre de l'époque, parce que
être enfermé parce qu'on a désobéi, c'était quelque chose qui se faisait. Il n'avait rien du tout de scandaleux par rapport à tout cela. Alors pourquoi cacher l'identité d'un homme qui a réalisé dans le contexte de l'époque un vrai crime? Déjà sur ça, ça ne fonctionne pas, et en plus on a d'autres éléments qui font que cette théorie n'est même plus juste invraisemblable mais totalement fausse. C'est que on a avéré par des faits, des historiens l'ont démontré, que cet homme était décédé 5 ans après la mort annoncée de l'homme au masque de fer. Donc cette piste-là s'éteint, mais une autre s'allume. Henri II de Guise. C'est une femme, Camille Bartoli, qui aurait identifié l'homme au masque de fer comme étant cet homme. Mais qui est-il? Est-il un homme important? Il semblerait bien que oui. Il serait un descendant de la dynastie carolingienne. C'est une dynastie qui régnait des siècles avant les Bourbons. Les Bourbons, c'est Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XIII, etc. Et de ce que j'ai pu voir au cours de mes recherches, vous savez que le rôle de roi se transmettait de père en fils, concrètement de par la descendance. Et le dernier roi de la dynastie carolingienne n'a pas eu de descendant, ce qui a fait que la dynastie s'est arrêtée avec lui. Il y a eu plusieurs autres dynasties qui ont pris le pouvoir en France, dont à un moment donné la dynastie des Bourbons de Louis XIV. Donc, selon cette théorie, Henri II de Guise serait un descendant de la dynastie carolingienne et serait donc, en quelque sorte, légitime à réclamer le trône royal à la tête de la France. Et c'est quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens de Louis XIV, vous en conviendrez. Il est probable qu'il n'ait pas du tout envie de perdre sa place. En plus, cet homme, avant son arrestation, semblait être à la tête d'une société secrète, le prieuré de Sion, qui voulait remettre les Carolingiens au pouvoir. Encore une fois, chose qui ne plaît pas du tout à Louis XIV. Sachez que le prieuré de Sion était une société secrète qui a bel et bien existé, mais qui est aujourd'hui dissoute. Si vous voulez une vidéo sur le sujet plus en détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait avec plaisir. Un autre grand homme, qu'on suppose être l'homme au masque de fer, mais qui n'a rien à voir cette fois-ci avec la monarchie, c'est Molière. Molière, normalement, est décédé à la suite d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Malade Imaginaire. Et bien certains prétendent qu'il aurait en réalité été arrêté par les jésuites qui n'aurait pas du tout apprécié une autre des œuvres de Molière, Tartuffe. C'est une théorie qui est peu probable, car la mort de Molière n'a jamais été vraiment un sujet de débat. Son état de santé n'était un secret pour personne sur la fin de sa vie. Et en plus, si on fait coller les dates de la vie de Molière à celle de l'homme au masque de fer, ça ne colle pas vraiment. Donc, cette théorie est plus une théorie qui fait fantasmer plutôt qu'une théorie qui fait preuve de réalisme. Nouvelle figure connu, un nom qu'on a mis sur la liste de potentiels porteurs du masque de fer, D'Artagnan, le célèbre mousquetaire. Lui en fait n'était pas enfermé comme un prisonnier, il était retenu pour être protégé. On dit qu'il aurait été blessé à la suite de la bataille de Maastricht et non tué, et le masque de fer était en fait censé préserver son identité. Le but était qu'il ne soit pas reconnu par d'autres mousquetaires, afin de ne pas entacher sa légende pleine de panache. On avait fait vraiment une grande histoire de sa mort. Alors je vais peut-être dire des bêtises, mais j'avais regardé l'histoire de D'Artagnan il y a un moment, et il me semble qu'on raconte que il est décédé sous les coups de canon parce qu'il a voulu foncer vers les lignes ennemies. Donc on décrivait D'Artagnan comme quelqu'un de très courageux, qui n'avait peur de rien. Et du coup dans cette théorie, on dit que si les gens savaient que D'Artagnan était en vie, ça allait enlever son côté un peu légendaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me comprends. Quoi qu'il en soit, cette théorie est peu probable, parce que si on considère que D'Artagnan était l'homme au masque de fer, eh bien il serait décédé à un âge bien trop vieux, à un âge qui n'était pas du tout courant à l'époque. Nouveau nom, nouvelle personne, encore je sais ça fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, on arrive petit à petit vers la fin. Le prisonnier serait juste un amant de la reine. La reine Marie-Thérèse aurait eu une liaison avec un homme noir appelé le nain Nabot, chose qui était inconcevable à l'époque, et elle aurait eu une fille avec lui. Et on suppose que c'est le nain Nabot qui serait l'homme au masque de fer. Et je dis bien qu'on suppose. On a maintenant une dernière théorie qui elle se décompose en plusieurs fils. On pense que l'homme au masque de fer était en réalité un valet. Je ne vais peut-être pas vous faire la liste de tous les valets, mais on pense par exemple à un valet de Nicolas Fouquet, Eustache d'Angers, dont j'ai parlé un peu plus tôt, un valet de Claude Roux de Marcilly qui avait apparemment connaissance d'une conspiration, un valet qui servait simplement de supercherie mise en place par la personne qui était chargée de surveiller en continu l'homme au masque de fer pour se donner un rôle un peu important, faire croire aux autres qu'il gérait une mission des plus importantes pour la couronne. Alors que le valet qui était prisonnier avait juste eu connaissance de transactions secrètes entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre, connaissance qu'il aurait eu en lisant une des lettres qui étaient transmises entre les deux rois. D'ailleurs, quand le valet était arrêté, l'idée du masque de fer, selon cette théorie-là, ne viendrait pas
de Louis XIV lui-même, mais de celui qui était chargé de le surveiller. Le surveillant du prisonnier était quelqu'un qui devait de base surveiller des personnalités connues, comme Nicolas Fouquet qui avait vraiment été emprisonné, mais Nicolas Fouquet étant décédé, eh bien on va dire que l'image du geôlier, on va l'appeler comme ça, avait été un peu entachée. On disait qu'il ne savait pas garder ses prisonniers en vie, donc voulant redorer un peu son blason, il aurait créé toute cette histoire de l'homme au masque de fer, avec cette identité cachée, alors qu'en soi, il n'y avait pas besoin de cacher l'identité de l'homme. C'est quelque chose qui est plausible, parce que les recherches ont montré que les dépenses associées à l'entretien, si on peut dire ça comme ça, de l'homme au masque de fer n'étaient pas si conséquentes. Pas aussi conséquentes qu'elles pourraient l'être si jamais c'était quelqu'un en lien direct avec le roi qui était pris en charge. Voilà à peu près toutes les théories qu'on peut avoir sur l'identité de l'homme au masque de fer. Mais est-ce qu'une de ces théories, parmi toutes celles que je vous ai présentées, est vraie? Et si oui, laquelle? Est-ce que vous-même déjà là, vous avez peut-être un penchant pour une des théories? Peut-être que certaines vous attireront plus que d'autres parce qu'elles sont peut-être plus fascinantes, certaines peuvent être assez décevantes, mais il y en a bien une d'entre elles qui est proche de la vérité. Il n'y a aujourd'hui quasiment plus de doute sur le fait que l'homme au masque de fer n'était en fait qu'un valet. Le fameux valet dont j'ai déjà évoqué le nom, Eustache d'Angers. Il semble qu'on ait laissé une instruction lors de l'arrestation d'Eustache d'Angers à l'attention de son geôlier, lui disant qu'il fallait conduire le prisonnier dans un cachot où personne ne pourra l'entendre, que ce soit en parlant ou en criant. Le geôlier ne devait pas non plus écouter la moindre phrase que ce valet pouvait dire, et si jamais le prisonnier cherchait à communiquer, celui qui le surveillait pouvait le menacer, voire même le réduire au silence si cela ne suffisait pas. Mais pourquoi l'homme a été arrêté? C'est la grande question qui est ce grand mystère. Cette raison-là, on en est un peu moins sûr. On pense que Eustache d'Angers était au courant de discussions entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre. Soit il aurait entendu quelque chose, soit il aurait vu des lettres, mais en tout cas, la connaissance qu'il a eue, le secret qu'il ne devait pas révéler, c'est que Charles II d'Angleterre voulait attaquer, en soi entrer en guerre, contre les Provinces-Unies protestantes qui avaient arrêté la conquête des Pays-Bas d'Espagne qu'avait entamé Louis XIV. Et pourquoi c'était un secret? L'Angleterre était à cette époque un pays protestant, donc il n'y avait aucun sens au fait d'attaquer d'autres protestants. La France, elle, était un pays catholique, et il se trouve que Charles II d'Angleterre voulait se convertir au catholicisme alors que quasiment tout le pays n'était pas du tout de cet avis. Donc pour éviter un scandale qui aurait été affreux et énorme à l'époque, tout cela a été laissé sous le secret. Un secret qui devait être évidemment bien gardé, et le fameux valet aurait donc eu connaissance de ce secret, ce qui aurait entraîné par la suite sa captivité. C'est une hypothèse, c'est pas la vérité absolue, mais c'est ce qu'on pense être le plus proche de la vérité. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'une femme qui avait apparemment des capacités assez mystérieuses. Une jeune paysanne, en 1389, avait acquis une certaine réputation en Seine-et-Marne, la réputation d'être une femme avec des capacités toutes particulières. Cette femme, Jeanne de Brigues, était considérée, selon les termes actuels, comme une médium. Elle était capable de retrouver des objets égarés, de savoir qui avait pu voler à certains endroits, et elle était apparemment capable aussi de guérir des personnes, ou même de rendre malades ceux qui de base allaient très bien. La réputation de Jeanne de Brigues était bien établie, si bien que parfois, les voleurs qui étaient au courant que Jeanne de Brigues était sur leurs traces venaient se confesser eux-mêmes à la jeune femme. Donc ces hommes venaient la voir et indiquaient eux-mêmes où ils avaient caché l'objet de leur vol. Il était facile ensuite d'arranger un peu l'histoire et de dire qu'il y avait utilisation de dons surnaturels pour retrouver les objets, sachant qu'elle avait souvent en fait déjà la connaissance d'où se trouvait l'objet en question, sachant que le voleur de l'objet lui a dit où il était. Il y a eu de nombreux exploits réalisés par Jeanne de Brigues, une femme qui était d'ailleurs parfois même considérée comme une sorcière. Dans un hôtel, une tasse avait disparu, le responsable de l'hôtel pensait que c'était sa femme qui avait volé la tasse pour la donner à l'un de ses amants. Jeanne de Brigues a retrouvé la tasse et a effectivement désigné la femme en question comme coupable. Avoir de tels dons à l'époque où vivait Jeanne de Brigues était pas forcément quelque chose qui était toujours bien vu. Quand elle s'est mêlée d'une affaire au sein du clergé, elle a résolu l'affaire, mais l'autorité ecclésiastique, inquiet des capacités divines de Jeanne de Brigues, ont décidé de l'enfermer. Finalement, elle a été relâchée, mais au début de l'histoire, on avait l'impression que c'était quelque chose d'assez positif, peut-être pour les autres, mais pour Jeanne, c'était quelque chose qui pouvait parfois lui porter préjudice. À un moment donné, il y a eu un homme
nommé Hennequin de Rilly. Un homme qui semblait être assez important, il possédait des terres, il avait tenu une taverne, des hôtels, un homme considéré comme beau, riche, avec des amis influents mais également puissant. Le seul défaut qu'on pouvait lui trouver, c'est qu'il était un peu simple, parfois trop naïf. Et alors qu'il logeait à Paris avant de déménager plus proche de là où vivait Jeanne de Brigues, il a rencontré une femme avec qui il s'est marié, une femme du nom de Massette. Une femme qui n'avait pas eu une existence tranquille, qui avait plutôt été d'ailleurs aventureuse. Hennequin et Massette se sont mariés plutôt rapidement, quelques mois à peine après leur rencontre, de ce qu'on dit, et il semblerait, selon Massette, que la relation qu'elle avait avec son mari n'était pas des plus heureuses. Son mari la battait, ils ne s'entendaient pas du tout, ils se querellaient régulièrement, et 4 ou 5 ans après le mariage de Massette et Hennequin, le mari a commencé à tomber malade. Mais gravement malade. Hennequin avait entendu parler de Jeanne de Brigues et de sa faculté de pouvoir guérir certaines maladies. Donc un jour, c'est la mère d'Hennequin qui s'est présentée à Jeanne. La mère avait une demande très simple, elle voulait que Jeanne aille voir Hennequin et qu'elle le guérisse. Jeanne de Brigues a donc accompagné Lucette, la mère d'Hennequin, et en arrivant au domicile du malade, elle a également rencontré quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Elle a rencontré Massette, et Massette était connue pour être quelqu'un qui se livrait à des pratiques assez particulières pour l'époque. Clairement, quelqu'un qui se donnait à la pratique de sortilèges, d'enchantement, et il y avait une rumeur qui disait que c'était les enchantements de Massette qui avaient causé la maladie d'Hennequin. Autre information, c'est Massette qui aurait soufflé l'idée à la mère de son mari malade d'aller chercher Jeanne de Brigues. Massette semble savoir ce qui est arrivé à son mari. Elle dit que son mari est bel et bien sous l'emprise d'un envoûtement qui cause sa maladie, mais qu'elle n'en est pas responsable. Elle dit que la personne responsable est une autre femme du nom de Gilette Laverrière. Une femme qui vivait à Paris, avec qui Hennequin avait eu une relation, même des enfants, et donc la raison pour cette fameuse Gilette d'envoûter Hennequin était une raison simplement de vengeance. Ça semble cohérent pour Jeanne de Brigues, donc Massette est écartée de tout soupçon, et là on a deux petites versions. Massette dit que elle a payé Jeanne, Jeanne dit qu'elle n'a rien reçu. Mais quoi qu'il en soit, les deux femmes sont d'accord sur le fait que c'est Gilette qui est responsable de l'envoûtement du mari, et donc en gérant ce problème-là, la maladie du mari disparaîtra. Jeanne de Brigues fait donc tout un rituel pour libérer le mari de Massette de son envoûtement, de retourner celui-ci contre la personne qui l'a lancé, et quelques temps après, Massette refait appel à Jeanne de Brigues. Sauf que, là, elle lui fait une révélation, elle lui dit qu'en fait ce n'est pas la fameuse Gilette qui est responsable de quoi que ce soit, mais c'est elle. Elle explique précisément comment elle s'y est prise, et selon le rituel que Massette réalisait, elle avait en fait une totale emprise sur son mari. En faisant certaines actions, la douleur du mari elle a empiré, etc., etc. Elle avait vraiment un contrôle total sur la douleur qu'il avait. Bon, Massette, elle en voulait clairement à son mari parce que là, elle a fait une sorte de rituel avec différents ingrédients, mais elle avait déjà aussi réalisé des prières où elle suppliait le diable de s'en prendre à son mari. Jeanne de Brigues était en soi, en apprenant les secrets de Massette, pas si choquée que ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était participer aux sortes du rituel que faisait Massette pour voir un peu comment ça se passait. Donc ensemble, c'est ce qu'elles ont fait. Mais pour Jeanne de Brigues, c'était plus expérimental. Elle voulait que Massette libère son mari et réalise des tests comme ça, peut-être sur des animaux, ce genre de choses, mais pas sur des êtres humains. Jeanne de Brigues a réussi à convaincre Massette d'arrêter d'envoûter son mari. Elle a accepté. Donc petit à petit, l'état d'Hennequin s'est amélioré. Et pour lui, ce n'était pas du tout sa femme qui en était responsable. En fait, il pensait que son état s'améliorait parce que Jeanne de Brigues avait fait quelque chose vis-à-vis de la fameuse Gilette qui était à Paris et que c'est pour ça qu'il allait mieux. Alors que, de ce que dit l'histoire, pas du tout. On avance dans l'histoire. Jeanne de Brigues, elle, avait une confiance absolue en Massette. Elle était, je vais pas dire sous emprise, mais cette femme était un peu comme une maîtresse pour elle. Elle avait des connaissances qu'elle n'avait pas. Et à un moment donné, au cours d'une discussion, Jeanne s'est confessée sur le fait qu'elle avait des enfants avec un homme qui l'aimait, mais qui refusait de se marier avec elle parce qu'en gros, il ne voulait pas être associé à son image. Et détail surprenant, c'est que cet homme-là qui a fait des enfants à Jeanne de Brigues et qui ne veut pas l'épouser s'appelle, comme le mari de Massette, Hennequin. Donc ce que Jeanne demande clairement à Massette, c'est de réaliser un rituel pour que l'homme qu'elle aime la demande en mariage. Et il se trouve que c'était quelque chose que Massette savait faire. Elle savait rendre les gens malades et faciliter les demandes en mariage. Massette explique donc qu'elle a un rituel qui, une fois réalisé, dans les 15 jours qui suivent, l'homme demandera la femme en mariage, qu'il le veuille
ou non. Le rituel consistait à frotter quelque chose dans une poêle et de frotter la substance sur les épaules de la victime pendant qu'elle dormait. Il fallait faire cette opération pendant 9 jours, et si au bout des 9 jours ça ne marchait pas, il fallait faire un autre rituel qui là incluait un crapaud. Jeanne croit en l'efficacité de ce rituel parce que Macette lui dit qu'en fait c'est avec ce rituel-là que Hennequin, donc son mari à elle, l'a épousé, ce qui explique d'ailleurs aussi, possiblement, pourquoi le couple ne s'entendait pas très bien. Jeanne a réalisé le rituel, le premier, celui où il faut frotter des trucs sur les épaules, pas de résultat. Elle se dit donc qu'elle va faire l'autre rituel, celui avec les crapauds. Elle s'est donc rendue chez Macette pour pouvoir obtenir des crapauds, sauf que sur le trajet, elle s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce que la nouvelle de la guérison miraculeuse de Hennequin s'est fait connaître, et donc, là on a sorcellerie qui n'est pas du tout bien vue. Jeanne, emprisonnée au Châtelet, est interrogée. Elle avait fait une promesse à Macette, c'est de ne jamais trahir son secret. Macette a été arrêtée également. Et en gros, ce que la police de l'époque veut, c'est que Macette balance sur Jeanne et que Jeanne balance sur Macette. Comme ça, les deux ont fait des aveux et on est sûr que les deux sont des sorcières. Elle dit donc qu'elle a réussi à faire tous ses exploits uniquement de par sa propre personne et grâce à ses appels au diable. Bon, je vais pas vous faire un dessin. À l'époque, un procès de sorcière, c'était pas quelque chose de très joyeux. Les femmes en prison étaient très maltraitées, donc psychologiquement et physiquement, pour Jeanne comme pour Macette, c'était quelque chose d'insoutenable. Donc, au fil du temps, finalement, les juges se disant qu'il était impossible que Jeanne de Brigg arrive toute seule à faire ce qu'elle faisait, elle a dit que oui, Macette l'avait aidée et Macette a avoué la même chose. Les deux femmes sont donc condamnées à être brûlées. Tout le monde n'était pas forcément d'accord sur le fait de brûler les deux sorcières, de les condamner à mort. Certains voulaient juste les exhiber sur un pilori et non pas de les laisser mourir de faim mais de les nourrir que de pain et d'eau pendant 6 mois. Mais finalement c'est bien le bûcher qui est retenu comme sentence. Finalement Jeanne de Brigg et Macette ont donc été brûlées. Pendant leurs derniers instants, Jeanne a continué de s'assumer pleinement, de dire qu'elle était une sorcière, elle n'a rien nié, alors que Macette, elle, peut-être par peur de mourir, a dit qu'elle n'avait jamais participé à quoi que ce soit. Alors, est-ce que Jeanne de Brigg était réellement capable de réaliser des choses en quelque sorte surnaturelles? Est-ce qu'elle n'avait que de la chance ou peut-être une bonne intuition pour retrouver certains objets? Quoi qu'il en soit, je pense que c'est quelque chose dont on n'aura jamais la réponse parce que l'histoire est bien trop vieille et à l'époque, la sorcellerie était un crime, donc tout ce qui la concerne ce qui est considéré comme un crime. Une histoire que je trouve assez fascinante, de toute manière tout ce qui touche à la sorcellerie, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que Jeanne de Brigg et Macette avaient réellement des connaissances qui leur permettaient de lancer des sorts? Ou est-ce que par exemple la maladie d'Hennequin n'était que le fruit du hasard? C'est possible. Encore une fois, c'est mystérieux, donc on n'en a pas vraiment la réponse. Et en fait, la réponse qu'on va avoir va dépendre aussi de nos croyances. Donc chacun pourra un peu trouver midi à sa porte. La ville de l'Isle-sur-Sorgue est associée à des histoires qui mêlent des rumeurs sur un démon. Certains habitants prétendent avoir déjà aperçu une figure sombre et parfois même ressenti des présences surnaturelles. Pour eux, un démon aurait habité ou habite encore la région. L'Isle-sur-Sorgue est une ville située dans le département du Vaucluse en Provence, un lieu connu pour ses canaux ou encore ses marchés d'antiquités. En lien avec l'étrangeté dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il y aurait quelque chose qui semble de naturel et incroyablement beau. L'eau de la fontaine de Vaucluse, une eau à la couleur émeraude. Une eau toujours fraîche, dite paisible en hiver et bouillonnante au printemps, qui gît des tréfonds sous la forme d'une grande fontaine naturelle. On ne sait pas vraiment quel est l'itinéraire de cette source d'eau, mis à part qu'elle suit un immense réseau souterrain. Durant l'Antiquité, cette fontaine était un lieu d'offrande, où l'on célébrait par exemple le culte de l'eau. Des plongeurs y ont retrouvé bon nombre de pièces en son fond. Et les légendes disent que parfois, un dragon similaire à une énorme couleuvre, le fameux démon, vivait au fond de la fontaine. Le poète Pétrarque a dit que lui-même aurait tué la créature alors qu'il se promenait sur les rives de la fontaine avec sa bien-aimée. Un mystère qui relève du folklore de l'Isle-sur-Sorgue, une histoire pour ajouter un peu de fantastique à ce lieu étonnant.
En 1763, une série d'attaques est remarquée du côté du Dauphiné dans le sud-ouest de la France. On raconte qu'un animal de la taille d'un très gros loup, avec une barre noire sur le dos, le ventre blanc et la peau claire, aurait attaqué un petit berger de 14 ans, qui ne doit son salut qu'à une de ses camarades qui l'a sorti de ce danger. En juin 1764, c'est une vachère qui dit avoir été victime de la bête. Elle ne doit sa survie qu'à l'intervention de ses bœufs, qui se sont mis en travers de la route de l'animal. Pour le moment, pas de victime, mais c'est le 30 juin 1764 que là, la première victime est déplorée. Une jeune fille, Jeanne Boulet, âgée de seulement 14 ans. Sa sépulture indique qu'elle a perdu la vie face à une bête féroce. Elle est la première victime connue, ce qui ne veut pas dire qu'elle est la réelle première victime. C'est la première qu'on a trouvée, mais peut-être qu'il y a eu d'autres victimes dont on n'a jamais retrouvé la dépouille. En octobre, qui a suivi, il y a eu encore une fois une autre victime. Elle aussi, âgée de 14 ans. Et autre point commun entre les deux jeunes filles, elles ont été attaquées au même endroit, dans la vallée de l'Allier. Au fur et à mesure du temps, le nombre de victimes ne fait qu'augmenter, sans qu'on ne puisse arrêter la bête qui rôde. Une traque est lancée pour mettre fin au règne de terreur de la bête, qu'on surnomme la bête du Gévaudan. Néanmoins, au cours des nombreuses battues, l'animal n'a jamais été aperçu. On suppose donc que la bête bouge, qu'elle ne reste pas forcément au même endroit. À chaque fois qu'elle chasse, elle se déplace. Et c'est quelque chose qui se confirme, car il y a de nouveau une victime. Une jeune fille est retrouvée sans tête. On ne retrouvera son membre manquant que 8 jours plus tard. Un jeune garçon a aussi été attaqué, mais lui a réussi à survivre. Il ne doit son salut qu'au fait de s'être caché entre les vaches qu'il gardait. Mais la bête n'en est pas restée là. Elle avait repéré sa proie. Elle est donc restée dans les parages pour attaquer au moment propice, quand sa victime ne s'y attendrait pas. Mais des chasseurs qui passaient par là ont aperçu l'animal. Ces chasseurs, sans hésiter, ont fait feu. Et bien que touchée par 2 balles, la bête s'est relevée et a réussi à prendre la fuite. La recherche qui a suivi cette rencontre n'a, encore une fois, rien donné. Mais cette rencontre est une sorte de bonne nouvelle. On a enfin vu la bête, on l'a blessée, donc on sait par conséquent qu'on peut la tuer. Mais malgré tout, impossible de remettre la main dessus. On sait qu'elle est là, quelque part, car quelques attaques sont recensées ici et là, mais c'est tout. Une prime est donc offerte à quiconque rapportera la dépouille de la bête. Mais encore une fois, chou blanc, la bête attaque, mais reste introuvable. C'est comme un écran de fumée. La bête, tellement mystérieuse et violente, est considérée comme un fléau, envoyé par Dieu, un animal devant répandre sa justice, mettant à l'épreuve la foi de l'homme. Comme le disait Moïse lors de ses menaces divines, je cite, « J'armerai contre eux les dents de bêtes farouches. » Le temps a continué de passer. Ceux qui traquent la bête voient le nombre de victimes augmenter. Une nouvelle petite fille, dévorée partiellement. Un groupe d'enfants est attaqué. Et c'est vis-à-vis de ce groupe d'enfants qu'on apprend que la bête attaque intelligemment. Les enfants s'étaient rassemblés en groupe pour se protéger mutuellement. Mais la bête leur tournait autour en attaquant un, puis l'autre, dévorant la joue d'un jeune garçon puis attrapant un autre par la jambe. Mais à la venue d'adultes, la bête s'enfuit. Elle sait voir qui sont des cibles faciles, visiblement des enfants. Je ne vais pas vous faire l'historique de toutes les attaques de la bête, il y a certainement des vidéos de personnes qui en parleront bien mieux que moi. Sachez juste que la bête du Gévaudan a réalisé de très nombreuses attaques, en majorité contre des enfants. Et pour mettre fin à tout cela, des chasseurs expérimentés ont été appelés, mais ça a toujours été sans succès car dès que la bête se sent menacée, que ce soit par des adultes ou par une blessure qui lui a été infligée, elle s'enfuit. Son instinct de survie reprend automatiquement le dessus. Mais il suffit d'une fois, d'une rencontre, pour que tout change. Le 29 août 1765, soit après 2 années de terreur, un groupe de chasseurs tire sur une bête qu'ils reconnaissent comme étant la bête du Gévaudan. L'animal s'enfuit et encore une fois, impossible de remettre la main dessus. Par contre, quelques temps plus tard, un paysan ramène la dépouille de la bête. Il l'avait retrouvée à 10 km du lieu de la rencontre avec les chasseurs et lui a ramené la bête voulant obtenir les fameuses récompenses qui étaient associées à sa capture. Le corps a été analysé. On retrouve bien les balles des chasseurs qui ont été tirées. Il y avait aussi la fameuse première blessure de la bête, celle qui l'avait poussé à fuir la première fois. Il y avait sur son dos cette raie noire si caractéristique. Donc le problème pour tout le monde est enfin résolu. Tout le monde peut reprendre enfin le cours de sa vie sans avoir peur d'une bête dévorante. Vraiment? Peut-être pas. Le 2 septembre qui a suivi, une jeune fille est attaquée. On signale de nouveau la fameuse bête à divers endroits. Et plus étonnant encore, on la signale à des endroits où elle n'avait jamais été aperçue avant. De nouvelles chasses sont menées. Chasses qui, encore une fois, sont un succès. L'animal est de nouveau abattu. La dépouille
et disséqué. Il s'agit d'un énorme loup. Et plusieurs témoins confirment que c'est cette nouvelle bête-là qui est à l'origine de toutes les attaques qui ont eu lieu depuis le début du règne de terreur de la bête du Gévaudan. Et pourtant, en 1766, d'autres attaques sont encore une fois signalées. Des attaques de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Donc comment est-il possible qu'une bête que l'on tue 2 fois revienne à chaque fois? Donc que faisons-nous? Nous mettons en place les stratégies qui ont déjà marché jusqu'à présent, on remet en place des chasses. Et parmi les groupes de chasseurs se trouve Jean Chastel, un chasseur ayant une certaine réputation. Lui aussi tue à son tour la bête. Ça c'est la version courte et simple. Dans la version longue, ce qui est raconté, c'est qu'il a fait tout un lot de prières, etc. L'événement est plutôt raconté comme un événement un peu religieux, que vraiment, des faits, il s'est passé ça. On va dire que c'est raconté d'un point de vue assez romancé et religieux. La dépouille de la bête a donc été exposée, mais vite jetée. Pour une raison plutôt simple, c'est que la bête avait été mal empaillée, ce qui faisait qu'elle avait une odeur atroce, impossible de se tenir dans la pièce où elle se trouvait. Et l'histoire de la bête s'arrête là. Il n'y a à partir de là plus eu d'attaques et chacun a pu retrouver sa tranquillité. Mais cette bête, qu'est-ce que c'était? Il y a plusieurs théories évidemment, mais ce qui est considéré comme la vérité, c'est que la bête était en fait un gros loup ou une meute de gros loups, ce qui expliquerait pourquoi il y en avait plusieurs. Des loups plus gros que la moyenne et des loups avec une certaine spécificité, c'est que c'était des loups qui étaient devenus des mangeurs d'hommes. Certains témoignages s'entrechoquent sur certains points. Pendant toute l'histoire, on parle d'une énorme bête, mais il semblerait qu'en fait, on avait plutôt affaire à plusieurs loups, ce qui expliquerait en fait la violence des attaques et pourquoi les victimes qui ont perdu la vie face à l'animal n'ont pas réussi à survivre. Il est possible qu'une meute de loups à chacune des attaques soit présente, mais qu'un seul à chaque fois ait été vu. Autre théorie. Certains pensent que la bête n'était pas un loup, mais un chien-loup. Pourquoi? Parce que physiquement, la bête ne ressemblait pas exactement à ce qu'on connaît des loups. Et à l'époque, en plus, les paysans savaient comment écarter les loups de chez eux. Et dans le cas de la bête, ce n'était pas le cas. Il y a donc une possibilité, c'est que la bête était en fait une sorte de croisement entre un loup et un chien. Car la bête, selon les analyses de sa dépouille, présentait des caractéristiques d'un berger sans pour autant en être un. On pense sinon à un animal exotique, peut-être la progéniture d'un lion. Bon, cette théorie-là était surtout présente quand on ne savait pas du tout à quoi la bête ressemblait, ou alors quand on l'avait partiellement vue. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui se dit sur la bête, toutes les théories, parce qu'en fait on l'a considéré une fois comme un gros loup, une fois comme un lion, parfois comme une hyène, mais pour vous la faire courte, on pensait en fait que c'était un animal qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France. Dernière théorie que je trouve assez folle, c'est que certains pensent que derrière la bête se cachait un homme, un meurtrier déguisé en bête. En effet, 10 ans après toute l'histoire de la bête du Gévaudan, un homme déguisé en animal a assassiné une femme. Une autre a été victime de cet individu et elle a survécu juste assez longtemps pour dire ce qu'elle avait vu. Elle était persuadée d'avoir été attaquée par une bête féroce. Elle a perdu la vie quelques jours plus tard suite à ses blessures et un homme a été arrêté. Cet homme a été accusé des différents meurtres, mais on ne l'a pas associé à la bête du Gévaudan, parce que cet homme-là se déguisait avec une peau de mouton et il était mobile comme un humain, alors que la bête, elle, était capable de disparaître rapidement dans la nature dès qu'elle se sentait menacée. Toute cette histoire est un mystère qui aujourd'hui ne semble plus vraiment en être un, mais c'est une histoire dont on ne sait finalement pas grand-chose. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir à quoi ressemblait la bête. On sait que c'est un nom donné à un animal ou plusieurs. Donc ça semble effectivement aujourd'hui être une histoire finie. Mais qui sait, peut-être qu'à notre époque, une bête mystérieuse rôde encore aujourd'hui dans la nature sans qu'on le sache. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires les plus mystérieuses en France. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir pour moi de vous partager le fruit de mes recherches. Il est possible, et je m'en excuse si c'est le cas, que parfois certaines informations soient incomplètes. J'essaie de vous présenter un maximum de détails tout en restant concis. Donc il est possible qu'il y ait certaines choses que j'ai écartées parce que je ne considérais pas ça comme pertinent ou que ça nécessitait trop de développement. Et le but c'était vraiment d'avoir 5 histoires et pas une qui se démarquait des autres. Je ne voulais pas avoir une histoire
qui prennent 1h30 de la vidéo et toutes les autres histoires qui prennent 20 minutes. J'ai essayé d'équilibrer les choses et aussi de différencier le type d'histoire. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces différentes histoires, si vous avez des choses à ajouter ou peut-être même si vous souhaitez me suggérer d'autres sujets pour ce type de format là. Si vous avez passé un bon moment et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également de nouveau mon Instagram que je vous laisse juste ici si vous souhaitez m'envoyer un message pour me raconter votre histoire ou si vous souhaitez juste me suivre et voir les actualités de la chaîne, me donner votre avis sur certains sujets, etc. Je fais régulièrement des petits sondages pour prendre votre opinion. Je tiens à remercier de nouveau le partenaire de la vidéo, CyberGhost VPN. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour bénéficier de la réduction exceptionnelle pour vous qui regardez cette vidéo. Je rappelle que l'application protégera vos données pendant votre navigation sur internet et qui vous donnera aussi accès à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!